Bonjour à tous, merci Jacques-Louis, je voulais remercier en fait, les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité. Je me permets aussi donc, du coup d'intervenir dans cette session avec une petite modification par rapport au projet initial qui, au départ, en fait, l'idée c'était de proposer une intervention directement centrée sur les questions de professionnalisation des enseignants-chercheurs. Et au regard, ça c'était au mois de juin, et entre-temps j'ai reçu en fait, le programme général du colloque et il m'a semblé intéressant de faire une petite entorse à cette proposition en partageant en fait un ensemble d'éléments qui relèvent des enquêtes que je suis en train de mener en ce moment sur les services d'appui à la pédagogie et justement les liens qui sont susceptibles d'avoir avec la professionnalisation et le développement professionnel des enseignants-chercheurs. D'où cette proposition ce matin, au service du développement professionnel des enseignants-chercheurs, point d'interrogation, et justement avec une petite analyse des retours, en fait, constats en fait, de l'enquête publique actuellement en cours sur des dynamiques paradoxales qui sont observables dans justement ces centres d'appui à la pédagogie. Ce que je dois préciser, pardon, en fait, j'ai laissé le document en PDF et du coup, il y a un petit problème de mise en page, je vais m'excuser. Donc, l'objectif de cette intervention, cette intervention elle s'inscrit dans le cadre d'enquêtes de travaux qui sont en cours en fait, et qui résonnent avec l'ensemble des questionnements qui ont été portés depuis bien longtemps maintenant sur les questions de configuration, de reconfiguration de l'enseignement supérieur, et dont on a pu constater qu'ils étaient pour une large part en fait, plutôt centrés sur les activités de recherche. Et il me semblait intéressant en fait, de porter des questionnements en fait, relativement proches, mais sur les activités qui relèvent de l'enseignement, de la part de formation, qui constitue aussi un volet fort important en fait, au sein de l'enseignement supérieur. Et dans ce cadre-là, initialement, moi je travaille sur une question de sociologie en fait, des usages numériques, et il m'a semblé intéressant de pouvoir questionner une formule qui est très à l'œuvre, très circulante et travaillée en fait, par un certain nombre d'acteurs institutionnels pluriels au sein de l'enseignement supérieur sur les fameuses transformations pédagogiques numériques, et de voir comment elles participent justement des reconfigurations de l'enseignement supérieur. Et pour ce faire, en fait, mon analyse, elle se situe à différents endroits, à la fois avec une analyse des politiques publiques européennes et nationales en fait, sur ces questions, une analyse des services, des dispositifs et des professionnels qui prennent en charge, qui prennent en charge, qui en proposent de prendre en charge l'accompagnement à mettre entre guillemets, de cette transformation pédagogique numérique, et puis les parcours de formation et de professionnalisation de ces acteurs. Et de penser ça en fait de manière croisée pour interroger les conséquences, observer en fait les conséquences possibles sur les manières de penser l'évolution du travail d'enseignement à l'université, et puis plus spécifiquement en fait, la manière dont on envisage le métier d'enseignant-chercheur aujourd'hui. Donc c'est dans ce cadre-là, en fait, du coup, je fais un focus sur ces services d'appui à la pédagogie, dont on a pu voir en fait, sur des services relativement récents en fait, dans le paysage de l'enseignement supérieur français, même si dans d'autres pays, ces services-là existent depuis bien longtemps et dans des modes de coordination fins avec justement l'ensemble des équipes pédagogiques et les enseignants-chercheurs. Dans le contexte français, ce sont des services plus récents qui ont été largement mis sous le feu des projecteurs pendant les périodes de confinement et justement de continuité pédagogique. Ils ont été très largement sollicités et qui ont, alors là pour le coup pendant le confinement ils ont été plutôt sollicités et on les a plutôt mobilisés sur les aspects d'ingénierie pédagogique de l'ordre d'assistance technique, mais faut-il rappeler que les services d'ingénierie, de conseil, de développement pédagogique, globalement, sont au service du développement professionnel des enseignants-chercheurs, développement professionnel pédagogique. Donc, s'appuyer en fait, sur l'expertise pédagogique déjà constituée pour l'amener en fait, vers des formes de capacitation et d'émancipation. Avec dans le creux, pour autant, une espèce de dynamique, là, une formule qui est apparue en fait, durant ces 2-3 dernières années, l'idée de soutenir l'amélioration des pratiques pédagogiques pour favoriser le bien-être au travail de situations d'enseignement dont on a pu constater qu'elles étaient dégradées, ça, tout le monde en a fait ce constat, et donc cette idée que les services d'appui pédagogique seraient là en fait, pour aider justement à contrecarrer, contourner en fait, ces situations professionnelles en fait, les conditions de travail en fait, sont pour le moins perfectibles. Et donc l'analyse que je vous propose aujourd'hui a pour but de caractériser ces services et le rôle des actions spécifiques et excellence pédagogique du BIA dans leur évolution récente, et de montrer comment cette évolution, qui est notamment liée au BIA,
introduit des dynamiques paradoxales qui contribuent de manière assez différenciée en fonction des services, mais néanmoins à des processus conjoints de professionnalisation et de déprofessionnalisation. Donc je passe rapidement, donc c'est une étude qualitative, une enquête ethnographique multisituée aussi, qui prend forme à partir de nombreux entretiens semi-directifs auprès de tout un tas d'acteurs liés au service d'appui à la pédagogie, et puis des analyses documentaires assez importantes en fait, sur tout un tas de documents que je croise aussi avec des observations aujourd'hui plus fines dans certains services. Donc sur l'évolution des services d'appui à la pédagogie, ce qu'il faut préciser, en fait, c'est qu'on a pu identifier un certain nombre de missions génériques de ces services qui s'organisent autour de questions d'accompagnement de projets, que ce soit des projets pédagogiques ou des projets de formation, des questions de formation qui sont obligatoires aujourd'hui pour les maîtres de conf et puis sous forme de catalogue de formation souvent proposé pour les enseignants-chercheurs déjà en poste. Troisième mission importante qui concerne le soutien à l'innovation et l'expérimentation pédagogique, notamment qui prend forme des dispositifs et des lieux que vous avez peut-être dont vous avez connaissance ou peut-être auxquels vous avez participé, qui concernent les Learning Labs ou les Living Labs, qui contribuent aussi à la conception, de la production de ressources ou de dispositifs pédagogiques numériques ou pas, qui contribuent aussi, susceptibles de contribuer à l'administration et la gestion technopédagogique, et notamment sur la question de plateformes, ça c'était très présent en fait, sur le confinement, ou l'accompagnement, le soutien à la gestion des dispositifs de visioconférence, de classe virtuelle, de cette immersive, de jeux sérieux. En fonction des disciplines, en fait, on a des modalités assez différenciées. Autre mission importante qui concerne la promotion et la valorisation en fait, des initiatives pédagogiques, et puis plus récemment, en fait, la participation à des activités de recherche par la diffusion scientifique de travaux de pédagogie universitaire, voire la contribution à la recherche dans ce domaine. Donc ça, en fait, ça concerne les missions génériques qui sont a priori présentes en fait, dans la plupart des services d'appui à la pédagogie en France, universitaire notamment. Sauf que là, dans le cadre de l'enquête que j'ai pu mener, force est de constater en fait, que ces missions génériques en fait, se distribuent de manière très différenciée en fonction des établissements, des logiques qui sont portées par les équipes présidentielles et de la dynamique des équipes qui se structurent au sein de ces services. D'une part, en fait, on a une diversité de périmètres d'intervention. Alors, ce qui était intéressant en fait, lors des entretiens, c'est que à chaque fois, les entretiens qui commençaient par des formules du type nous, on a un service, on a un sub, mais alors hyper classique. Quoi. Donc, ok, hyper classique, mais qu'est-ce que ça veut dire hyper classique? Et donc, dans le fond, en fait, le hyper classique, en fait, c'est hyper diversifié avec des orientations très diverses qui vont de service support au usage numérique pédagogique, donc des orientations très numériques en tant que telles, à laboratoire interdisciplinaire de pédagogie universitaire, en passant par service d'appui à la pédagogie, centre d'appui, département de formation technopédagogique des personnels, donc département, pas seulement un service, donc centre de développement pédagogique, donc plutôt centré vraiment sur l'accompagnement pédagogique, voire le laboratoire d'expérimentation pédagogique et numérique. Ceci, en fait, s'articule avec des statuts institutionnels qui sont tout à fait pluriels. On a des missions, des délégations, des départements, des instituts, des services communs, des directions, des services dans une direction, des cellules rattachées à un service général. Et ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est qu'on a une diversité de statuts institutionnels en fait, qui s'accorde aussi avec une diversité de rattachement, une diversité de positionnement en fait, dans l'organigramme des établissements, et une diversité aussi de rattachement institutionnel vis-à-vis des vice-présidences. Certains sont très rattachés en fait, aux vice-présidences numériques, direction numérique, certains sont très rattachés aux vice-présidences formation, et d'autres sont très rattachés en fait, aux vice-présidences transformation, pilotage en fait, des projets innovants. Et donc, parfois, il y a des multiples. Ce qu'il faut se dire aussi, et c'est là où ça va devenir intéressant pour nous, c'est qu'on a des modalités aussi d'émergence qui sont assez différenciées. Sur la cinquantaine de services auprès desquels j'ai enquêté, en fait, un tiers de ces services en fait, a plus de 10 ans est lié en fait, à des cellules qui étaient déjà existantes, des cellules TIS ou EAD, qui étaient rattachées à la DSI ou au service de formation continue, ou soit des cellules de production audiovisuelle qui étaient rattachées à la communication, soit des missions des cellules de formation continue des enseignants qui étaient rattachées au CFC ou à la DRH enseignants. Ça, c'est pour un tiers de ces services. Mais les 2 tiers de ces services ont moins de 10 ans, voire pour certains ont moins de 5 ans, et ont été constitués à l'occasion, voire à la faveur, en fait, des projets PIA qui ont été, en fait, dont les établissements ont été lauréats. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette multiplicité de services, elle se traduit aussi par une grande diversité de formats d'équipes. On a des équipes en fait avec des effectifs tout à fait formels, avec une personne parfois,
jusqu'à des services en fait d'une cinquantaine de personnes, impliquant des sous-équipes et justement avec une division du travail, une segmentation de l'activité en fait qui est pensée de manière assez rationnelle et hiérarchisée. Et ce que l'on observe aussi avec ces équipes au format très diversifié, c'est qu'on a une diversité de statuts, de fonctions et de profils pour les agents. En termes de statut, on a globalement c'est qui représente peut-être un nombre assez peu important aujourd'hui, de titulaires de la fonction publique en fait, avec des personnes de catégorie A, ingénieurs d'études, mais pour une large partie d'entre eux, en fait, ce sont des contractuels, soit sur des fonds établissements, en CDD ou en CDI, mais pour une large partie, ce sont des contractuels en fait, qui sont financés sur des projets et des projets PIA. Et dont on va voir aussi tout à l'heure, en fait, que c'est un puits justement en fait, une précarisation de l'emploi et des turnovers très importants. En termes de fonctions, on a aussi des fonctions plurielles, ingénieur pour l'enseignement numérique, ça c'est l'emploi type de la fiche référence, concepteur, rédacteur, assistant technique-pédagogique, ingénieur pédagogique, conseiller pédagogique, chargé d'accompagnement, chargé de développement professionnel, ou chargé d'aide à la réussite. Donc on a une multiplicité d'intitulés professionnels en fait, qui laissent avoir en fait, une espèce de kaléidoscope de fonctions et de manières en fait, d'envisager le métier, qui d'ailleurs donne lieu à forte discussion. Et puis en termes de profil, on a, alors notamment du côté des titulaires, pas mal de personnes en fait, qui ont des profils plutôt seniors, mais globalement en fait, on est sur des profils juniors qui sont liés justement à ces projets linéaires et qui sont liés notamment à ces questions de précarité de modalité d'emploi et de recrutement. Ce qu'il faut dire aussi à cet endroit-là, c'est qu'on a une diversité en fait, de modalités, de dynamiques en fait, de recrutement qui sont vraiment liées aussi au positionnement, et parfois politiquement fondé, des responsables en fait, de ces services d'appui. Donc une pluralité et une constante, malgré tout dans cette pluralité, qui me semble-t-il peut justement être un lieu de dislocation en fait, de l'université en lien avec les questionnements qui nous occupent en fait, durant ces 2 jours, c'est qu'on a là un questionnement qui est récurrent dans l'ensemble des services, quel que soit leur statut, leur forme, leur fonction, sur la professionnalisation des fonctions et de ces métiers qui, s'ils existent en fait depuis bien longtemps dans pas mal d'universités, en fait, sont considérés comme encore émergents en France. Ça, c'est le premier point. Et que du coup, cette question de la professionnalisation de ces métiers et ces fonctions, en fait, elle s'articule avec un questionnement récurrent autour de la reconnaissance professionnelle de ces agents, qui pour l'heure, en fait, se considèrent assez peu reconnus, voire maltraités, et qui se pense, une reconnaissance professionnelle qui se pense à l'aune des questions de développement professionnel et d'accompagnement au soutien, soutien au développement professionnel des enseignants-chercheurs. Donc une dynamique intersubjective en fait, assez complexe qui s'opère justement dans le lien avec les enseignants-chercheurs et les équipes pédagogiques. Et dans ce cadre-là, en fait, on observe aussi un rôle central et absolument ambivalent des appels à projets excellence scientifique des PIA qui ont permis l'augmentation des équipes et notamment le recrutement d'un nombre très important en fait, d'ingénieurs et de conseillers pédagogiques, et qui en même temps ont fortement infléchi le sens des objectifs et le sens des modalités de développement pédagogique que les services d'appui en fait, doivent mettre en œuvre en direction des enseignants-chercheurs. Je vais vite, j'espère que tout est clair. Il ne reste pas beaucoup de temps. Du coup, je voulais faire un petit point quand même justement sur ces actions spécifiques, l'excellence pédagogique des programmes d'investissement d'avenir, parce que c'est revenu quand même pas mal de fois depuis hier en fait, dans nos discussions, et sans qu'on ait eu le temps en fait, de rentrer directement dedans. Donc sur les questions en fait, de pédagogie, force est de constater en fait, que là on s'inscrit dans une dynamique en fait, avec des politiques volontaristes, extrêmement volontaristes du pouvoir public, qui s'accordent à la fois avec un ensemble de plans d'actions stratégiques qui ont été très fortement promus, nourris et puis financés depuis de nombreuses années, et notamment depuis la fin des années 2000. Je n'ai pas le temps, du coup, je passe sur la diapo. Pardon, je suis sur 2 écrans, j'essaie de voir de tout. Et puis, effectivement, c'est associé à ces différents plans d'action stratégique. On a tout un tas de PIA qui ont été proposés depuis 2009, les 4 vagues successives qui ont été proposées, et des actions spécifiques, enseignement supérieur, excellence pédagogique, avec initialement donc, les fameux IDEX, qui ne sont pas directement centrés sur les questions de pédagogie initialement, mais qui les promeuvent aussi, et puis des actions vraiment spécifiques de transformation pédagogique numérique, IDEFI, IDIFIN, DUNE, NCU, excellence et DEMOVES. Je pense qu'il manque ça fait partie des éléments que vous avez pu entendre parler en fait, dans vos environnements professionnels respectifs.
Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de regarder d'un peu plus près en fait, la structure discursive en fait, de ces appels à projets et puis de voir enfin, comment est-ce que les équipes sont emparées pour en être lauréat. Donc on a tout un jeu très intéressant par rapport justement au vocabulaire et aux dynamiques à la fois lexicales et sémantiques qui sont portées à l'intérieur en fait, de ces appels à projets. Ce que l'on peut y voir, en fait, c'est que l'excellence, elle est portée par des projets, je cite, de transformation pédagogique numérique, où la transformation, en fait, elle n'est pas pensée comme un processus, mais avant tout comme un objectif. Des objectifs, et des objectifs de transformation qui relèvent pour partie des dimensions pédagogiques, mais en fait, ça représente une part assez peu importante de l'ensemble. Ce qui est surtout, en fait, attendu, c'est que ce sont des transformations d'ordre institutionnel, stratégique, organisationnel et économique. Et qui doivent se traduire, et là, ça rejoint, en fait, les discussions qu'on avait hier matin, avec des résultats observables, mesurables, identifiables. Des indicateurs en fait, de performance et de changement en fait, sont là tout à fait attendus. Et qui doivent être mis en œuvre dans le cadre de projets qui seront lauréats parce qu'ils auront respecté la configuration globale attendue ici, à savoir se positionner en tant que démonstrateur ayant une portée présentée comme structure. Pardon, je rime, en fait, ce vocabulaire-là, en fait, à chaque fois, mais là, ça. Et des projets, ça oui, je vois bien. Et des projets en fait, du coup, qui sont considérés comme démonstrataires lorsqu'ils remplissent en fait, les conditions suivantes. Alors ça, en fait, ce sont des extraits en fait, cités directement, issus directement des appels à projets de ces différents projets d'IA. Alors, je cite, avoir vocation à préfigurer les formations universitaires du futur par de nouveaux dispositifs, avoir une portée stratégique de premier plan pour l'établissement ou le regroupement d'établissements, être porteur d'une vision systémique de la transformation numérique, être en cohérence avec la stratégie nationale de compétitivité internationale et de développement numérique, soutenir le renforcement de la filière économique numérique à travers des partenariats entre l'université et l'entreprise des tech, démontrer les voies et les moyens favorisant l'extension de la démarche d'innovation sur un site, disposer d'un service d'appui pédagogique capable d'impulser, de coordonner, de documenter les innovations pédagogiques numériques, et d'identifier les bonnes pratiques pouvant être essayées sur le site ou l'intersite. Et enfin, proposer un dispositif d'évaluation pouvant être pris en charge par le service d'accueil à la pédagogie, visant à mesurer l'impact et la diffusabilité des transformations pédagogiques numériques engagées. Si on met ça en regard en fait, des dynamiques pédagogiques portées par les enseignants-chercheurs ou les équipes pédagogiques, on voit qu'il y a quand même une dimension intéressante. Donc là, en fait, on a des potentiels prescriptifs en creux qui sont susceptibles d'être assez importants de marchandisation en fait, de l'enseignement supérieur au profit en fait, de l'économie numérique de la tech. On peut avoir aussi des modes d'instrumentalisation, notamment des travaux de recherche en sciences de l'éducation qui sont là aussi mobilisés pour créer en fait, des opérateurs de changement, des modèles d'opérateurs de changement. Et puis on voit là aussi, pour le sujet qui nous concerne ce matin, que les services d'appui à la pédagogie, en fait, comme détournement possible des missions initiales en fait, centrées sur le développement pédagogique de l'enseignant-chercheur, au profit en fait, de modèles d'accompagnement qui sont tout autres que ceux en fait, qui sont portés par les ingénieurs et les conseillers pédagogiques. Donc je terminerai en fait, sur un certain nombre de constats qui sont observables aujourd'hui en fait, au sein des équipes et que je laisserai justement ouvert pour la discussion par après, sur justement les conséquences de ces délais en fait, dans les services d'appui à la pédagogie. Et ce que l'on constate, en fait, c'est des dynamiques de professionnalisation en fait, qui sont tout à fait ambivalentes, à la fois à l'endroit des ingénieurs et des conseillers pédagogiques, donc des membres de ces services, et puis des dynamiques de professionnalisation ambivalentes à l'endroit des enseignants-chercheurs, en fait, qui sont supposés être le public cible de ces services. Si on regarde un peu plus près ce qui se passe, par exemple, dans les équipes, on a une augmentation nette des postes, clairement, mais avec une instabilité aussi nette des équipes, et des modes de professionnalisation qu'on pourrait considérer comme un échec. Je m'explique. Assez clairement, en fait, l'obtention de crédits dans le cadre de PIA, dans à peu près tous les services d'appui à la pédagogie en fait, de France et de Navarre ont été lauréats, l'obtention de ces crédits en fait, a permis d'augmenter drastiquement le nombre de recrutements. Pour des postes qui, sur les projets PIA, on relève souvent en fait, de moutons à 5 pattes, donc avec des gens qui doivent être compétents en ingénierie pédagogique, en ingénierie de formation, en conseil pédagogique, en pédagogie universitaire, en conduite de projet, en gestion de suivi et en recherche scientifique. Et si par exemple vous êtes engagé comme ingénieur pédagogique, conseiller pédagogique sur une UR, il y a une collègue qui était là hier, voilà, il faut maîtriser une voire deux langues. Des postes avec des niveaux de compétences et de responsabilités importants, mais sur des recrutements principalement contractuels, du CDD d'un an
renouvelable en fonction des établissements 3 fois et voilà, jusqu'à 5 fois, mais généralement la civilisation en fait, n'est pas privilégiée par les DRH, et avec des niveaux de salaire qui sont un peu élevés, puisqu'à chaque fois, en fait, on prend la grille salariale, on fait des IGE catégorie A, et c'est toujours en fait, le bas de la grille qu'on a privilégié. Et ce qu'on constate, c'est que ça entraîne des situations extrêmement complexes sur le terrain. Du coup, on a des profils plutôt juniors qui candidatent sur ces postes, parce que voilà, on regarde justement des dynamiques de recrutement et d'emploi qui sont proposées, mais qui n'y restent pas. Donc on a un turnover très important, et qui n'y reste pas pour deux principales raisons. Des conditions d'emploi qui restent principalement précaires, mais aussi les injonctions paradoxales en fait, qu'ils avaient généralement peu mesurées en les candidatant initialement sur ces postes, et auxquels ils sont directement confrontés dans l'exercice en fait, de leur travail. Parce qu'ils justement, ils se trouvent positionnés sur quoi? Déjà, ils se trouvent à devoir participer souvent de logiques prescriptives et technicistes de diffusion technologique. Merci beaucoup. Et donc, avec une participation à des logiques d'accompagnement qui sont moins centrées sur le développement de l'expertise pédagogique déjà constituée des enseignants-chercheurs que de la mise en conformité en fait, avec des attendus institutionnels, que ce soit ceux du ministère ou ceux qui sont portés à l'échelle plus locale, des équipes présidentielles ou des collègues en fait, qui sont responsables en fait, des projets PIA. On avait une discussion ce matin sur ce sujet. Donc par exemple avec des formes d'hybridation imposée ou des formes d'approche par compétences impliquant justement l'usage de plateformes en fait, qui viennent à rationaliser en fait, le travail. Et puis aussi on se retrouve avec de jeunes ingénieurs ou de conseillers pédagogiques qui sont parfois fraîchement diplômés de master et parfois pas, mais en tout cas qui ont rarement en fait, des compétences en accompagnement pédagogique et qui se trouvent à faire, je cite, alors c'est je prends leur formule, mais qui résonne assez fortement avec les travaux qu'on connaît bien, à faire le sale boulot, et donc à accompagner en fait, les enseignants-chercheurs sur des changements pédagogiques et curriculaires que justement ces enseignants-chercheurs n'ont pas demandé, et qui va justement à l'encontre en fait, de leur liberté académique, et qu'on essaie néanmoins de leur imposer. Donc, dans ces conditions, on observe en fait, un turnover très très important, et puis aujourd'hui, des difficultés massives du côté des responsables de services d'appui au recrutement des ingénieurs et des conseillers pédagogiques qui doivent nécessairement faire partie de leur état. Et donc, qu'est-ce que ça a pour conséquence? Et c'est un problème aussi important, c'est qu'on a des responsables de services d'appui en fait, qui doivent respecter les engagements pris, notamment au sein du PIA, et qui, pour atteindre les objectifs de transformation qui sont présentés, doivent recruter des gens et qui mettent en place de nouvelles stratégies de recrutement pour justement essayer d'attirer les candidats, en baissant le niveau de qualification sur les offres d'emploi. Donc, on avait des bacs plus 5 minimum qui passent aujourd'hui à des bacs plus 3 minimum, sans changer nécessairement la fiche de poste. Donc, la complexification des activités reste la présente. Pour autant, on a un niveau de qualification qui est baissé. Et puis, on a le recrutement de personnes qui ont des parcours de formation et des parcours professionnels qui sont très, très éloignés, voire sans aucun lien avec l'université, l'enseignement supérieur et l'accompagnement pédagogique. Et donc on se retrouve là en fait, dans une situation assez dramatique de professionnalisation empêchée des fonctions et des métiers, de ces métiers considérés comme émergents. Je finirai là-dessus. Voilà. Donc ça pose un certain nombre de questions quand même sur cette question de l'accompagnement et développement des enseignants-chercheurs, dans la mesure où c'est censé être le centre de l'activité de service d'appui, où on observe aujourd'hui des situations complexes entre les ingénieurs conseillers pédagogiques d'un côté et les enseignants-chercheurs de l'autre, et des situations en fait, certains qui considèrent en fait, qu'ils ne sont pas légitimes à pouvoir les accompagner, et de l'autre, les autres qui considèrent en fait, que quand même ils pourraient les reconnaître un peu mieux pour l'engagement et le positionnement qui est à leur endroit. Et donc des situations en fait, où globalement c'est pourri, excusez-moi l'expression, mais c'est pas comme ça qu'on peut observer, et avec des autorités de tutelle en fait, qui observent la mêlée et qui laissent faire. Cela dit, en fait, les attentes du ministère sur le positionnement des services d'appui est tout à fait clair. Ils doivent accompagner le changement organisationnel, curriculaire et pédagogique qu'ils estiment pertinent, et notamment avec ces questions assez centrales aujourd'hui, du développement de l'approche par compétences. D'ici 2027, toutes les formations en fait, doivent être inscrites dans ce cadre curriculaire, et une augmentation massive en fait, des modes d'hybridation des formations. Mais je pense que dans certains établissements aujourd'hui, on a des quotients maintenant imposés en mode hybride. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure en fait, cette situation ne favorise-t-elle pas de dynamique de déprofessionnalisation des enseignants-chercheurs? Déprofessionnalisation, ici, qu'il ne faut pas entendre comme l'envers de la professionnalisation,
mais des dynamiques de déplacement, celles qui ont été identifiées par Florent Chocu, qui impliquent notamment une forme de détricotage en fait, du caractère prudentiel de l'activité d'enseignement à l'université. Et donc c'est précisément sur ces questions-là en fait, que moi je travaille en ce moment, de pouvoir documenter précisément ce qui est à l'œuvre. Et puis, autre chose du coup, que j'essaie de documenter en fait, de manière assez précise, c'est justement ce détournement de la question pédagogique, qui est une question sérieuse et impérieuse, mais c'est le détournement en fait, de la question pédagogique à des fins de standardisation et de rationalisation des activités d'enseignement, qu'elles soient justement chiffrables et mesurables. Et autre chose, un détournement de la pédagogie, en fait, en lien avec des questions de précarisation d'un ensemble de personnel et de mise en concurrence de différentes catégories personnelles, d'un côté d'enseignants-chercheurs versus les ingénieurs et conseillers pédagogiques. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie beaucoup.